Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo que j'avais initialement proposée hier. Gaël, qui est un abonné, m'a signalé un petit souci sur cette vidéo, plutôt quelque chose d'incomplet. Donc j'ai repris cette vidéo et ceux qui l'ont déjà vue peuvent au moins regarder la figure qui est proposée sur la jaquette de cette vidéo parce qu'elle correspond à la solution optimale que je n'avais pas abordée hier. Donc on y va tout de suite, on se rend sur le schéma de cette proposition. Donc le schéma initial, quand on veut protéger contre les inversions de polarité, ici avec une alimentation externe, bien de façon classique, usuelle, on met une diode en série. Alors cette diode série, elle a effectivement l'avantage d'empêcher la circulation du courant en inverse. Alors sous réserve évidemment que la tension inverse maximale de la diode soit compatible avec l'alimentation qui est proposée. Mais là, il s'agit de faire correctement le choix de la diode. Avec donc un inconvénient pour l'usage de cette diode, c'est simplement le seuil de la diode. Et ce seuil de diode, alors on va dire qu'on travaille dans toute cette étude avec un courant de l'ordre de 1 ampère. Et pour un courant de l'ordre de 1 ampère, bien dans le meilleur des cas, je dirais qu'on peut tomber à 0,4 volts avec une diode Schottky. C'est difficile d'aller en dessous, en tout cas dans les gammes de puissance qui nous intéressent. Donc ici, on va voir 0,4 volts à 1 volt pour une diode de redressement classique, parce que sous 1 ampère, 1 volt, ça n'a rien de choquant sur une diode de redressement classique. Ça conduit à des pertes, et ces pertes, elles sont faciles à évaluer. PD égale tout simplement le delta V fois I, et ici, on va dire 0,4 watts à 1 watt. Donc ce sont des pertes relativement importantes, et évidemment il y a un certain nombre de types de diodes qui ne supporteront pas ces pertes d'ailleurs, qui vont chauffer un petit peu trop avec une puissance dissipée comme celle-ci. Bien, alors c'est pas la solution satisfaisante, pas uniquement à cause des pertes. Il est évident que ce delta V, pour nous c'est un souci. Parce que c'est autant de perdus, et si effectivement je veux protéger contre les inversions de polarité avec une entrée 5 volts par exemple, avec une alimentation 5 volts, pour un circuit que je dois alimenter en 5 volts, perdre 0,4 volts à 1 volt, c'est beaucoup. Alors on poursuit vers une autre solution. Alors une autre solution classique, c'est une solution qui consiste à utiliser un MOSFET de type N. Alors un MOSFET canal N, ça impose d'avoir ici un VGS positif, supérieur à un VGS TH. Donc si je considère VGS supérieur ou égal à VGS-TH, ça signifie en fait VG moins VS supérieur ou égal à VGS-TH, et par conséquent un VG qui soit supérieur ou égal à VGS-TH plus VS, et il se trouve que VS, ça correspond au Vin de ma source. Donc ça, c'est Vin. Donc on pourrait réécrire VG supérieur ou égal à Vin plus le VGS-TH. Là, l'inconvénient immédiat, c'est qu'on a besoin d'avoir un potentiel au niveau de la grille supérieur au potentiel disponible au niveau de l'alimentation. Et le seul moyen de s'en tirer pour pouvoir faire fonctionner ce MOSFET malgré tout, c'est d'utiliser une pompe de charge qui va nous permettre d'élever la tension. Alors les pompes de charge, typiquement, ça repose un petit peu sur le principe du doubleur de tension que vous avez peut-être étudié avec un circuit à diode et capacité. Et tout ça, ça fonctionne avec un oscillateur. Ici, c'est donc une solution compliquée pour nous qui travaillons souvent avec des courants de l'ordre de 1 à 2 ampères maximum pour alimenter nos petits bricolages électroniques. Donc, si je considère que j'ai 1 ampère ici, tout ça sous 5 volts, ou environ 5 volts, pas forcément beaucoup plus, eh bien c'est une solution complexe. Alors cette solution, elle a de l'intérêt, mais pas dans ce cas de figure-là. Cette solution, elle a un intérêt par rapport à la solution qu'on va voir après, c'est que les transistors MOSFET canal N ont des RDS(on) plus petits que les transistors MOSFET de type canal P. Donc c'est intéressant d'utiliser un N MOSFET au lieu d'un P MOSFET comme on le verra après, uniquement si le courant est vraiment important et que du coup on est gagnant grâce au RDS(on). Mais là,
une usine à gaz comme ça, eh bien, ça ne se justifiera pas pour alimenter une simple carte à microcontrôleur. Alors la solution simple, c'est évidemment celle-ci. Alors cette solution simple, on va l'étudier en bref. Par défaut, ce transistor MOSFET, en l'absence d'alimentation, il est donc bloqué, forcément. Si je dispose d'une alimentation donc polarisée à l'envers, donc quand je polarise à l'envers, ça veut dire que je me retrouve avec un potentiel sur la grille qui est plus grand que le potentiel sur le drain. Bien, le transistor MOSFET, il est piloté, je vous rappelle, par son VGS. Et ce VGS, dans le cas d'un PMOSFET, doit être négatif et plus négatif que VGS-TH. Donc je vous rappelle que tout ça, c'est inférieur à 0. Bien, alors dans le cas présent, si la source est négative, il n'y a pas moyen d'amorcer ce transistor MOSFET, tout simplement parce qu'au niveau de la source, on n'a rien. La diode antiparallèle qui se trouve ici, donc cette diode-là, elle joue parfaitement son rôle, elle empêche la circulation d'un courant dans la charge. Et par conséquent, pas moyen d'amorcer le transistor MOSFET. Si maintenant, par contre, on présente une alimentation qui est convenable à l'entrée, alors alimentation convenable à l'entrée, c'est donc avec le plus effectivement là-haut, et par exemple avec du plus 5 volts pour l'exemple, eh bien dans ce cas-là, il y a la possibilité d'avoir la circulation d'un courant au départ au travers de la résistance, au travers de la diode antiparallèle de ce transistor MOSFET. Donc le courant commence à circuler, 1 ampère. Donc 1 ampère dans le cas le plus important. Ça nous permet d'avoir immédiatement, à la chute de tension près au niveau de notre diode parallèle, ici un potentiel de 4,3 volts. Ici, j'ai le 0 volt et par conséquent, j'ai un VGS qui va valoir moins 4,3 volts. J'ai considéré qu'on avait à peu près 0,6 à 0,7 volts, donc ici 0,7 volts, aux bornes de la diode parallèle du MOSFET. Moins 4,3 volts, en général, ça permet de saturer correctement un MOSFET. Alors sur une application comme ça, à 1 ampère, avec entre 5 et 20 volts à l'entrée, on peut utiliser un transistor de type FDN 340p. Je le reprends parce qu'on l'a déjà vu. Ce transistor, on l'a déjà vu, je vous le rappelle, dans l'étude de l'alimentation de l'Arduino Uno. Donc c'est un transistor qui supporte facilement 2 ampères, avec des tensions allant jusqu'à 20 volts, donc on est tout à fait dans le cadre là. Et en plus, ce qui est intéressant, on le voit, pour 4,5 volts, on a un RDS-on de 70 milliohms. Alors je vais noter ça parce que c'est un chiffre intéressant. Donc RDS-on, 70 milliohms. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans un premier temps. Dans un premier temps, je passe par la diode du transistor MOSFET. Bon, ce MOSFET, si je reviens à nouveau sur la documentation, il a un RDS-on également de 110 milliohms avec un VGS de moins 2,5 volts. Donc avec moins 4,3 volts, mon transistor MOSFET est passant. Donc on a eu de façon transitoire la diode qui a permis donc la circulation du courant, qui a permis d'établir un potentiel VS à 4,3 volts. Ça permet l'apparition d'un VGS qui sature le transistor. Et maintenant, la conduction se fait donc par le canal du transistor et plus par la diode. La chute de tension aux bornes du canal, parce que c'est ça qui nous intéresse, il faut quand même que ça soit plus intéressant qu'une diode seule. Il y a cette chute de tension aux bornes du canal, que je peux noter delta V, elle va maintenant être égale à 4,3 volts. Alors attendez, pardon, pas du tout. 70 milliohms, le RDS-on, multiplié par le courant. Donc on obtient un delta V
qui va être de 70 millivolts. Et là, on voit qu'on est considérablement mieux loti qu'avec une simple diode. Donc cette solution avec un transistor MOSFET, eh bien, elle me permet d'avoir un résultat optimal, une sorte de diode, parce que finalement ce MOSFET on l'a reconverti en diode, donc qui évite donc d'avoir une connexion de l'alimentation avec une polarité inversée, hein, qui protège contre l'inversion de polarité à l'entrée, et en plus qui nous permet d'avoir une chute de tension très faible donc dans l'élément protecteur qui est le transistor MOSFET ici, avec des pertes qui seront également faibles, hein, puisque là on est à quelques milliwatts de perte donc dans le transistor MOSFET. Alors tout ça, ça fonctionne bien à partir du moment où le VGS est suffisamment petit. Hein, les transistors MOSFET ont une faiblesse au niveau du VGS. C'est-à-dire que la tension supportée sur le VDS est toujours supérieure à ce qu'on supporte au niveau du VGS. Donc vidéo suivante. Dans le cas où on a besoin d'une protection davantage efficiente, tout aussi efficiente, pardon, avec une tension d'alimentation plus élevée, on va avoir besoin de protéger le VGS du MOSFET, et c'est la raison pour laquelle on va mettre en place un circuit comme celui-ci, avec une diode Zener, qui sera donc polarisée par la tension disponible, je dirais, la tension d'alimentation pratiquement, hein, moins les 0,7 volts aux bornes ici de la diode au moment de la première conduction. Donc la polarisation se fait sans aucun problème avec la circulation d'un courant IZ dans la Zener. Et cette Zener, on va la choisir de façon à ce qu'elle sature correctement le transistor MOSFET et à ce qu'elle soit adaptée à la tension la plus basse d'alimentation en entrée. Si vous voulez alimenter votre circuit entre 10 et 50 volts par exemple, eh bien vous pouvez vous permettre de mettre une Zener à une douzaine de volts, ce qui sera compatible avec beaucoup de transistors MOSFET au niveau du VGS. Si vous souhaitez alimenter avec une tension plus faible, dans les possibilités de tension, eh bien vous adaptez effectivement le VZ de la Zener en fonction du Vmin que vous allez avoir ici. Alors on pourrait le généraliser ça. Hein. Ici, j'ai donc V, et donc pour Vmin, eh bien on choisit VZ égale, enfin supérieur au Vmin. Ça, c'est pour les alimentations externes, mais qui varient sur une certaine plage. Et pas forcément au niveau du 5 volts. Là, j'avais laissé 5 volts, c'était une petite coquille. Bien, ben c'est la fin. Bien, excusez-moi, donc c'est la fin de cette vidéo. On a pu voir comment on pouvait protéger un circuit donc avec un simple transistor MOSFET. Il y a d'autres possibilités, on l'a vu. Ces possibilités, elles dépendent surtout du fait que l'on a des tensions élevées ou des courants élevés, avec un intérêt pour le transistor de type N-MOSFET lorsque les courants sont importants et qu'on veut bénéficier de la faiblesse du RDS-on devant le RDS-on d'un P-MOSFET, et dans des applications moins exigeantes à ce niveau-là, mais à tension élevée, on peut mettre un circuit avec une diode Zener pour pouvoir protéger le VGS du P-MOSFET. Et maintenant, enfin, dans les applications que l'on rencontre le plus généralement en petite électronique, eh bien un simple transistor de type P-MOSFET permet donc de protéger notre circuit contre les inversions de polarité. Merci d'avoir suivi cette vidéo.